Les cantates de Bach, c'est chaque fois la meilleure. Voilà, c'est comme ça. Voilà. Alors, effectivement, merci Sébastien. Je dois dire que j'ai vu effectivement une ville qui a signalé qu'il lui manquait quelque chose. C'est Château-Thierry ce matin, mais Sébastien étant un Toulousain amplificateur, c'est passé à 300. Voilà. Bon, en revanche, il y aura bientôt 300 statues de Sébastien dans la ville de Toulouse. Ceux qui n'ont pas encore vu le Saint-Exupéry qui est au Capitole doivent y aller aussitôt, voilà, avant qu'il ne tombe sur la tête de quelqu'un peut-être, qu'il écrase je ne sais qui, voilà. Mais vrai, il est très bien, il est au balcon, il regarde là-haut, et tous les jours en ce moment, il y a Saint-Exupéry aussi sur France Culture, ce matin, le Petit Prince. Et donc, voilà donc une fable qui n'est pas les plus connues de La Fontaine, qui s'appelle La mouche et la fourmi. Je ne l'ai pas lu non plus, hein, voilà, personne ne l'a dit. Alors, La mouche et la fourmi, c'est pas une des fables les plus célèbres de La Fontaine. Elle est un peu longue, elle est au milieu du livre 4 des fables, c'est juste entre deux fables, entre la fable précédente qui s'appelle, et qu'on a regardé déjà, Le berger et la mère, et évidemment la fable suivante, qu'on verra au mois de mai, qui s'appelle Le jardinier et son seigneur, et elle a une place bien particulière. Alors on ne connaît pas en général trop ce titre, La mouche et la fourmi, mais ça rappelle aussitôt La cigale et la fourmi, parce qu'effectivement il y a déjà la première fable qui s'appelle La cigale et la fourmi. On va voir que c'est une sorte de reprise un peu renversée de La cigale et la fourmi, et peut-être que certains se souviennent aussi que dans le livre 1 des fables, il y a aussi La colombe et la fourmi, donc c'est la fourmi, non pas le retour, mais 3. Vous savez, comme il y a Jurassic Park 1, 2, 3, c'est la fourmi 1, 2, 3. Voilà la fourmi 3 qui apparaît. Et la première fois, la fourmi était très cruelle, très méchante avec la cigale. La deuxième fois, elle est très gentille avec la colombe, puisqu'elle l'aide à se sauver. Et là, ce coup-ci, on va voir que c'est plus ambigu, hein, c'est plus difficile. Donc, je lis cette fable, et puis ensuite, on reviendra dessus, tranquillement. La mouche et la fourmi. Et voici les poules, les coqs qui accompagnent avec une efficacité redoutable. Elles sont convoquées. Ce matin, on les a annoncées sur Facebook. Il ne manque plus que les souris et les rats et tout le monde sera là. La mouche et la fourmi. La mouche et la fourmi contestaient de leur prix. Oh, Jupiter, dit la première. Faut-il que l'amour-propre aveugle les esprits d'une aussi terrible manière qu'un vil et rampant animal à la fille de l'air ose se dire égal. Je honte les palais, je m'assieds à ta table. Si l'on t'immole un bœuf, j'en goûte devant toi, pendant que celle-ci, chétive et misérable, vit 3 jours d'un fétu qu'elle a traîné chez soi. Mais, ma mignonne, dites-moi, vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur, ou d'une belle? Je le fais! Et je baise un beau sein quand je veux. Je me joue entre des cheveux, je rehausse d'un teint la blancheur naturelle, et la dernière main que met à sa beauté une femme allant en conquête. C'est un ajustement des mouches empruntées. Puis, allez-moi rompre la tête de vos greniers. Avez-vous dit, lui répliqua la ménagère, hantez les palais, mais on vous y maudit. Et quand à goûter la première de ce concert devant les dieux, croyez-vous qu'il en vaille mieux? Si vous entrez partout, aussi font les profanes, sur la table des rois et sur celle des ânes, vous allez vous planter. Oh, je n'en disconviens pas. Et je sais que ne me prompterai pas cette opportunité, bien souvent est punie. Certains ajustements, dites-vous, rend joli. J'en conviens. Il est noir ainsi que vous et moi. Je veux qu'il ait non mouche. Est-ce un sujet pourquoi vous fassiez sonner vos mérites? N'ont pas aussi mouches les parasites? Cessez donc de tenir un langage si vain. N'ayez plus ces hautes pensées. Les mouches de cour sont chassées, les mouchards sont pendus, et vous mourrez de faim, de froid, de longueur, de misère, quand Phébus régnera sur notre hémisphère. Alors, je jouirai du fruit de mes travaux. Je n'irai par mon ni par vos m'exposer au vent, à la pluie. Je vivrai sans mélancolie. Le soin que j'aurai pris, le soin m'exemptera. Je vous enseignerai par là ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire. Adieu! Je perds le temps, laissez-moi travailler. Ni mon grenier, ni mon armoire ne se remplit à babiller. Voilà donc un échange rhétorique entre deux personnages qui parlent très bien, vraiment très bien, longuement, avec ampleur, avec des amplifications, bien qu'il soit une mouche et une fourmi. C'est le premier effet de cette fable. Une mouche et une fourmi, c'est un peu nul quand même. Hein, voilà. Bon, en plus, c'est noir, voilà. Bon, ça, sans vouloir faire de racisme, c'est pas terrible, voilà. Et ce noir va revenir régulièrement. C'est pas terrible. Et pourtant,
ça parle longuement, et ça parle dans un échange, on va dire, rhétorique. Alors, vous savez que avant qu'il y ait le système de l'éducation nationale, il y avait de l'éducation en France au Moyen-Âge et à la Renaissance, et les exercices favoris, c'était de proposer à des gens de faire des discours. Alors, il y en a un qui faisait l'éloge de la barbe, l'autre qui disait le mal de la barbe, il y en a un qui disait l'éloge de la liberté, l'autre le mal qu'on doit penser de la liberté, etc. Et donc, le principe, c'était, sur un sujet éventuellement complètement débile, ou éventuellement extrêmement sérieux, on va faire des discours qui vont s'opposer, et évidemment l'exercice consiste à montrer qu'on a une capacité à faire de l'éloquence et à l'opposer à une autre éloquence. Et donc c'est une espèce de tradition très, très ancienne que avoir deux discours qui s'opposent strictement. Alors La Fontaine prend cela en se souvenant d'une fable elle-même très ancienne, une fable d'un auteur latin qui s'appelle Phèdre, et qui s'appelait déjà La mouche et la fourmi. Et dans La mouche et la fourmi, on a effectivement une mouche qui explique qu'elle a beaucoup de chance, qu'elle va sur les têtes des rois, des empereurs, etc., et qu'elle est remarquable. Et puis une fourmi qui est en face, qui dit, écoutez, bon ben voilà, moi je vais pas, là parfois j'y vais quand même, mais moi je travaille, j'ai des choses à faire, et ça rapporte de travailler. Conclusion de Phèdre, il y a une morale qui arrive à la fin, il faut travailler comme la fourmi, et il faut éviter la fausse gloire, la gloire fausse de la mouche. Et vous remarquez que La Fontaine supprime à la fin, il n'y a pas de morale. Il y a une mouche qui parle, ça tombe, tiens, voilà. Les phases de La Fontaine au Jardin des Plantes, c'est une publicité, c'est l'article, et on nous voit d'ailleurs avec, je crois, Jean-Luc Boudin, en effet, voilà, qui sort, voilà, il est partout, hein, il est là, mais il sort aussi de mon livre, hein, voilà, il sort dans le livre. Il sort dans le livre, en effet, voilà, puisqu'il était venu inaugurer la statue de La Fontaine, il y a, je sais pas, 2 ans à peu près, voilà. Donc, il sort du livre, il est partout, hein, voilà. Il est passé par ici, il repasse par là. Et donc, évidemment, donc, il y a une mouche, et il y a une fourmi, et il n'y a pas, à la fin, de morale. Voilà le point, il y a une espèce de silence, et on sait que La Fontaine aime bien dire, dans les sujets, les plus beaux sujets, il faut toujours laisser quelque chose à penser. Donc on a envie de penser simplement, comme Phèdre, bah ouais, il faut travailler, il faut être sérieux, il faut pas être vaniteux, etc. Et il faut tout ça. Et vive la fourmi, et abat la mouche. Mais il y a à l'intérieur de la fable un mot qui est parasite. Parasite, c'est un mot très intéressant. Parasitum en latin, bon, le parasite n'a pas bonne réputation. Hein. Si je dis de ce monsieur qui a un appareil photo et qui appartient à l'académie comme moi, qui est un parasite, parce qu'il fait des photos, il sera très mécontent. Heureusement, voilà. Mais parasite, c'est plutôt mauvais. Si on me traite de parasite, je suis pas content. Mais en même temps, il y a un grand philosophe français qui est mort maintenant, qui était du Sud-Ouest, c'est de grande qualité, qui s'appelle Michel Serres, qui a fait un grand livre qui s'appelle Le Parasite, dans lequel il montre que le parasite, celui qui mange à côté, a 2 fonctions. Certes, il est un peu embêtant, il pique la nourriture qui est à côté, mais sans le parasite, un certain nombre de choses ne sont pas possibles. Par exemple, ces arbres qui sont là ont des parasites qui sont les champignons. Les champignons bouffent plus ou moins les arbres, mais s'il n'y a pas les champignons, il n'y a pas d'arbres. De même, on le sait bien, dans des dîners éventuellement mondains, par exemple, ce soir, on en aura un avec Jacques Mich, qu'on va rejoindre tout à l'heure, quelque part au fond du teint, dans un dîner plus ou moins mondain, il y a assez souvent des parasites qui arrivent dans les vernissages, on le sait bien, Sébastien le sait bien. Des gens qui viennent essentiellement pour piquer de la nourriture, ils sont donc des parasites. Heureusement, parfois, qu'ils sont là, parce que si les parasites n'étaient pas là, il n'y aurait personne. Et puis les parasites, parfois, sont très sympathiques, ils sont très rigolos, ils amènent des jolies femmes, etc. Peut-être les subventions Internet, etc. Et donc, le parasite permet parfois, effectivement, quelque chose. Parfois, il ne faut pas supprimer le parasite. C'est le sujet de la fable suivante, qui s'appelle Le jardinier et son seigneur. Je le raconte un petit peu parce que ça va nous ramener à cette fable-là. Dans Le jardinier et son seigneur, il y a un jardinier. Alors le jardinier, il élève des laitues, des choux, etc. Tout va très bien, sauf qu'il y a un trou dans sa grille, et il y a un lièvre, les pousses léporis, c'est-à-dire le lièvre et aussi le charme, qui rentre et qui de temps en temps croque par-ci par-là une laitue, un chou et tout et tout. Alors il se dit, ça va pas du tout, ce parasite, hein, voilà le parasite, il me pique des choses. Alors le jardinier téléphone au seigneur du coin, qui arrive avec sa cavalerie, avec ses armes, et qui massacre le lièvre, mais il massacre tout. Et donc mieux vaut peut-être le petit parasite sympathique, qui permet à la vie de vivre d'une certaine manière, que de ne pas avoir de parasite du tout. Donc je pose cette question-là, parce que dans la fable qui précède, ce qu'on a vu la dernière fois, c'est-à-dire maintenant 2 mois, puisqu'il y avait eu aussi les agriculteurs qui avaient barré les routes en janvier ou en février, je ne sais plus, après il y a eu le vent, enfin, il y a eu beaucoup de délais qui ont été portés. Dans la fable précédente, qui s'appelle Le berger et la mer, qui est une fable, on va dire, sur Colbert. Toutes ces fables datent de 1667-68, sont publiées en 68,
À ce moment-là, il y a un grand ministre de Louis XIV qui s'appelle Colbert, qui est un ministre, on va dire, bourgeois, le nom l'indique, Colbert. Et il veut que les types se mettent à bosser, vraiment. Et en particulier qu'on investisse dans le grand commerce international. Alors il y en a du coup marre de ces gens qui restent comme le berger au bord de la mer, à buller en racontant des petites histoires d'amour à leurs copines, à regarder vaguement les moutons. Il ferait beaucoup mieux d'investir le peu d'argent qu'ils ont dans le commerce international, de travailler dur, etc. Ce que fait le berger dans la fois précédente, il le fait une fois, mais il perd évidemment considérablement parce qu'il y a des tempêtes. Morale de la femme, quand on lui repropose d'investir dans le commerce international, avec Trump et les autres, si vous voulez, voilà, il dit non, 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 je reste avec mes copines, je reste avec ces moutons, je bulle, je continue à rien foutre au bord de la mer. Et non, il est possible que le fait de travailler ne soit pas si excellent que ça. Dans La cigale et la fourmi, évidemment, la fourmi travaille, sans doute, dit-elle en tout cas, voilà. Mais l'autre, elle chante. Et bon, évidemment, c'est embêtant pour l'hiver, mais voilà, c'est un peu, voilà. Et La Fontaine fait sa morale sur son épitaphe qu'il a fait graver, il voulait faire graver sur sa tombe. Jean s'en alla comme il était venu, et il passa la moitié de son temps, l'une à dormir, et l'autre à ne rien faire. Et donc, lui-même se présentait comme un paresseux professionnel. Et donc, il n'est pas certain, absolument, que la fable de La Fontaine soit un éloge de ce que Nicolas Sarkozy appelle la valeur travail. Vous savez, la valeur travail. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a donc une mouche qui parle bien, et puis ensuite, il y a une fourmi qui parle bien. Et toutes les deux parlent très très bien. Alors la mouche a quand même beaucoup d'arguments, tout de même, on le voit pendant une vingtaine de vers, elle va s'adresser à Dieu, enfin à Jupiter. Oh Jupiter, faut-il que l'amour-propre aveugle les esprits d'une si terrible manière? Donc elle renvoie à la morale, disons, du XVIIe siècle, celle de La Rochefoucauld. Ce qui nous aveugle dans la vie, c'est l'amour-propre. Oh, que je suis beau, voilà, vous savez, enfin voilà, que je suis beau, que je suis belle, etc., que je suis remarquable, et ceci nous piège. C'est au cœur des maximes de La Rochefoucauld, qui est un grand ami de La Fontaine. La première des maximes, c'est l'amour-propre est le plus grand de tous les flatteurs. Et donc, en effet, la fourmi, la mouche accuse l'autre d'être pleine d'amour-propre, comme moi. Comme Sébastien, comme tout le monde, hein, voilà, nous sommes pleins d'amour propre et ça nous perd quelque part. Mais en même temps, peut-être bien que tous nous sommes marqués par l'amour propre et qu'en même temps ça nous fait vivre, hein, voilà donc la chose. Et donc l'amour propre aveugle les esprits, oui bien sûr, ce vil et rampant animal, périphrase qui désigne ignoblement la fourmi, à la fille de l'air, deuxième périphrase, la fille de l'air c'est merveilleux, hein, voilà c'est une manière de dire, ose se dire égal. Je hante les palais, je m'assieds à sa table, si l'on t'emmole un bœuf, j'en goûte devant toi. Donc elle tutoie tranquillement la mouche, bien sûr, elle, quant à elle, tutoie tranquillement la fourmi, quant à elle va du côté des palais, des grands sacrifices, en fait tout ce que l'on fait dans ce genre. Bien sûr, elle se moque de l'autre qui vit 3 jours d'un fétu qu'elle a traîné chez soi, d'une pauvre fille, voilà, petite chose. Mais ma mignonne, alors là on voit à l'époque du MeToo, ça passe pas, hein, de dire, ma mignonne, tu viens, voilà, bon voilà. Donc maintenant elle la traite de petite nana de rien du tout, ma mignonne, non pas allons voir si la rose, mais dites-moi, vous campez-vous jamais sur la tête d'un roi, d'un empereur ou d'une belle? Très bien. Je le fais, moi, voilà l'amour propre, elle le fait, voilà, fait qui je le fais. Et je baise, petit temps d'arrêt, un beau sein quand je veux. Parce qu'en effet, effectivement, sur les dames qui étaient fort déploitroyées au XVIIe siècle, et parfois dans les siècles suivants, effectivement, une mouche, volontiers, va se poser sur le sein. Et si vous avez vu un peu de la peinture ancienne, vous avez souvent de ces tableaux où les dames sont légèrement déploitroyées, et il y a une mouche, je veux dire l'insecte lui-même, qui est posé, disons, plus ou moins sur le sein, sur les cheveux. On les voit dans les natures mortes, on les voit partout. Et la dernière main que l'on met à sa beauté, une femme allant en conquête, donc voilà une femme allant en conquête, on voit à peu près le genre. C'est un ajustement des mouches empruntées. Alors, on le fait plus guère, parfois on le fait quand même un petit peu. Si au XVIIe siècle, la mode pour les femmes était d'avoir la peau la plus blanche possible. Hein. La honte, c'était d'être bronzé. Donc, interdit d'aller à Palavas les Flots ou autre passer l'été, ou sur les stations de ski. Donc, il fallait être blanche, le plus blanche possible. Si on était bronzé, ça voulait dire qu'on était plus ou moins une paysanne, et que donc on n'avait pas, disons, le niveau de vie nécessaire. Mais, évidemment, pour souligner la blancheur de la peau, la blancheur laiteuse de Sévigné, de la reine, des maîtresses du roi ou autre, on mettait une petite tache noire, un petit bout de tissu qu'on appelait une mouche, qui faisait apparaître effectivement cela. Donc, non seulement la mouche peut se poser sur le sein de la belle, mais métaphoriquement, ou plutôt métonymiquement, elle peut se poser sous la forme d'une image et faire apparaître la beauté. Donc non seulement elle a accès aux beautés de ces dames, et au palais du roi, et au temple des dieux, mais en plus elle sert à augmenter encore la beauté, et donc c'est un ajustement des mouches empruntées.
puis allez-moi rompre la tête de vos greniers. Et donc finit sur ce mot grenier. Alors, je suis passé un petit peu vite dessus parce qu'on voit qu'il y a une série d'arguments qui se succèdent. Donc effectivement, moi, je ne suis pas comme vous marqué par l'amour-propre, un argument moral. Moi, je monte effectivement dans les palais et là où on sacrifie les bœufs. Moi, je peux avoir accès aux belles. Moi, je peux non seulement avoir accès aux belles, mais rendre les belles plus belles qu'elles le sont. Voilà donc une série d'arguments qui arrivent, et on a un très beau discours rhétorique, un argument, et puis hop, clausule à la fin, puis allez me rompre la tête de vos greniers. Greniers, et donc la cigale, la mouche, met au défi l'autre de lui répondre. Et l'autre va effectivement lui répondre, et comme on est dans un exercice rhétorique, elle va lui répondre à peu près de la même longueur, légèrement plus, avec l'ordre précis des arguments qu'elle va détruire les uns après les autres. Alors c'est beaucoup mieux que les débats politiques actuels à coups de petites phrases. Là, on a le temps de s'écouter. Vous voyez, on n'est pas sur CNews de n'importe quoi. On parle longuement, on répond longuement, et on répond aussi bien que possible. Mais on reviendra sur le sens de cette réponse. Avez-vous dit ? Lui répliqua la ménagère. Alors, la ménagère, c'est celle qui économise. Voilà, elle est ménagère, mais aussi celle qui s'occupe du ménage. Et donc, là où l'autre se pose comme fille de l'air, on a quelque chose qui est simplement en bas, la ménagère. Vous hantez les palais, mais on vous y maudit. Et oui, dans les palais, que ce soit les palais de justice ou les palais des rois, peu importe, on déteste les mouches, qui signifie qu'il y a la saleté, etc., que ça pue plus ou moins. Et quant à goûter la première de ce concert devant les dieux, bien sûr, ça vous le faites, peut-être parfois. Croyez-vous qu'il en vaille mieux ? Oui, voilà, c'est pas mieux, puisque donc tout ça va être sacrifié. Si vous entrez partout, ainsi font les profanes, sur la table des rois, temps d'arrêt, et sur celle des ânes. Donc, à égalité, vous êtes là et là, et donc profane va rimer avec âne. Vous allez vous planter, je n'en disconviens pas, et je sais que n'emprunterait pas cette opportunité, bien souvent est punie. Et évidemment, les mouches, très souvent, on les écrase, et voilà les malheureuses. Et c'est ainsi que dans le coche et la mouche, le moucheron va être extrêmement pénible. Certains ajustements, dites-vous, rend joli. C'est reprise, donc de la mouche qui est avant, donc on reprend l'argument, c'est parfaitement clair. L'exercice rhétorique est très bon, le professeur de rhétorique va dire « Ah, tu as bien écouté ce qu'a dit la précédente » et tu lui réponds parfaitement « J'en conviens ». Donc on est dans un discours « Je ne t'y conviens pas, j'en conviens ». Au début, le premier mot de la fable, c'était la mouche et la fourmi contestés de leur prix. Contester, c'est un mot du vocabulaire juridique, c'est avec témoin. Tester, c'est le témoin en latin. C'est donc devant témoin discuter de quelque chose de manière juridique. Et donc dans un discours juridique, on va dire j'en conviens, j'en disconviens pas. Elles sont extrêmement courtoises, polies. Les discours s'emboîtent l'un dans l'autre. Elles ont bien travaillé. Il est noir ainsi que vous et moi. Eh bien, noir avec tout le côté négatif du noir dans ce contexte-là. Je veux qu'il ait non mouche. J'accepte bien cette idée qu'on l'appelle mouche, ce petit ornement. Est-ce un sujet pourquoi vous fassiez sonner vos mérites? Alors en effet, c'est un argument que donne la mouche, mais qu'on donne assez volontiers, parce qu'il y a un beau nom qui s'apporte sur ce que je suis moi-même. Par exemple, supposons que je m'appelle le beau regard, ou un beau nom comme ça, ou que je m'appelle de machin de la chose de bidule, je vais en conclure à ma valeur personnelle. Et là, évidemment, puisque la mouche est un objet noble, effectivement, je serai donc noble puisque la mouche est un objet noble. Ça veut dire, par contamination sémantique, je gagnerai en noblesse. Vous faisiez sonner vos mérites. Donc la mouche fait du bruit, ça fait sonner ses mérites. Non pas aussi mouche, les parasites. Et donc effectivement, voilà le mot central de la fable, sur lequel ça tourne un petit peu, le parasite. Les parasites, donc celui qui mange à côté, et les mouches, effectivement, sont appelées des parasites, ou les parasites sont appelés mouches, de manière omnivore. Et ce vers-là, avec des formulations un peu différentes, apparaît 3 fois dans les fables de La Fontaine. C'est une idée très forte de La Fontaine. Les mouches sont des parasites, les parasites sont des mouches. Dans d'autres fables, il y a cet insecte ailé, ce parasite ailé que nous avons mouche appelé, et ça revient régulièrement. C'est donc de tenir un langage si vain. Mot très important. On y reviendra, un langage si vain. Donc il ne sert à rien. Ça prépare le mot babil qui est à la fin du texte. Et il faut se souvenir que La Fontaine est un grand lecteur de l'Ecclésiaste, de la Bible, de ce livre-là, dans lequel on trouve ce fameux truc, vanité et des vanités, tout est vanité et promesse de vent. On va y revenir dans un instant. Donc elle dit un langage vain. N'ayez plus ces hautes pensées, ironie, les mouches de cour sont chassées, les mouchards, donc ce sont des espions, encore des mouchards un peu partout, peut-être en Iran ou n'importe où, voilà, ils sont pendus, et vous mourrez de faim, de froid, de longueur et de misère,
quand Phébus régnera sur notre hémisphère. Rappel de la fable numéro 1, la cigale et la fourmi. Évidemment, la fourmi dans la fable 1 s'adresse à la cigale, qui associe le poétique qu'elle est une chanteuse. La mouche, en tout cas, n'est pas chanteuse, mais au fond, la mouche est un peu comme la cigale. La cigale est extrêmement vaniteuse, les artistes parfois le sont, les mouches le sont aussi, très bien, voilà. Et donc, la fourmi, curieusement, est épicurienne, puisqu'elle va jouir du fruit de ses travaux. Elle vivra sans mélancolie, c'est-à-dire sans cette douleur que crée le noir, hein, mélos en grec c'est le noir, la bile noire, etc., hein, qui nous rend plus ou moins amers. Le soin que j'aurais pris, le soin m'exemptera. Je vous enseignerai par là ce que c'est qu'une fausse ou véritable gloire. Et donc voilà la morale apparemment de la fable, telle que la fourmi l'a dit. Adieu, je perds le temps, laissez-moi travailler. Va leur travail, ni mon grenier ni mon armoire ne seront plus babillés. On le mettrait en français moderne, se remplissent la babiller, mais ça fonctionne par proximité. Et voilà le mot babiller qui apparaît. Donc babiller n'a rien à voir avec la tour de Babel, mais plutôt avec bébé, bab, etc. C'est-à-dire une parole d'enfant, une parole complètement nulle, hein, qui peut être dite. Et donc ce qui nous est dit, par la fourmi à la fin, c'est que les deux magnifiques discours qu'on vient de lire, ce n'est jamais que du babil. Au fond, ça ne sert à rien. C'est rien, c'est une parole vaine, et les deux peut-être sont également des paroles vaines. Alors maintenant, si je reviens un peu sur l'affaire, et ce qui fait l'intérêt de la fable de La Fontaine, c'est, bon, d'une part, évidemment, qu'il y a deux discours magnifiques qui s'opposent, qui sont rigolos parce qu'ils sont tenus par des animaux absolument infimes et quasiment infâmes. La mouche n'est pas plus élevée dans la hiérarchie des espèces que la fourmi, ou vice-versa, enfin voilà, quelque chose comme ça. Donc il y a quelque chose d'un peu amusant de voir ces petits insectes tout petits tenir d'amples discours aussi bien que les grands hommes pourraient les tenir. Mais c'est les discours qui s'opposent, qui sont également efficaces en réalité, posent effectivement une espèce de question. Il est bien évident que la mouche est pleine de vanité. En effet, il est très vaniteux de se prétendre quelque chose de grand, parce que le nom que l'on porte, celui de mouche en l'occurrence, est aussi le nom d'une belle chose, qui est la mouche prise dans le sens qui augmente la beauté. Il est très bête et très vaniteux, plein d'amour propre, de dire qu'on est grand parce qu'on peut se poser de temps en temps sur le sein du Nobel, même si on aime bien le faire, tout de même, Sébastien et moi, et quelques autres. On n'a pas la prétention de s'en vanter, naturellement. Lui, il est sculpte de loin, simplement, voilà, mais voilà, de très loin, voilà. Mais il ne va pas s'en vanter, bien entendu, ni moi non plus, bien entendu. Quand je fais des poèmes au Bel, bien sûr qu'ils sont là. Pas du tout. De même, il est extrêmement bête, effectivement, de se vanter, en quelque façon, de participer à des grands sacrifices religieux ou autres. Tout ça, ça relève de l'amour-propre, et c'est quelque chose qui est bien connu. Mais la fourmi n'est peut-être pas moins pleine d'amour-propre, parce que ce que Nicolas Sarkozy appelle la valeur travail, et de dire il n'y a rien de plus important que le travail, rien de plus important que le travail, et rien de plus important que de dénoncer les traîtres, les mouchards et tout ce que l'on veut dans ce genre, et de croire qu'effectivement, il y a une vraie gloire à être du côté de préserver l'avenir. Eh bien, ça se discute aussi. Alors, il m'est arrivé plusieurs fois de me balader, de parler avec des Africains qui ne comprenaient pas, par exemple, pourquoi il fallait placer l'argent à caisse d'épargne. Et pourquoi donc il fallait économiser, stocker, etc. Puisque disent-ils, effectivement, ces espèces de mouches, ou de cigales plutôt, voilà. Ce qui importe pour nous, c'est de vivre l'instant présent. Et donc, en effet, on peut se dire, je dois vivre l'instant présent, simplement, voilà. Et je suis là, dans cet instant. Là, il va pleuvoir dans quelques instants. Sébastien nous a protégés légèrement de la pluie, voilà. Très bien. Il va pleuvoir, mais je profite de cet instant où on est ensemble, où on n'a pas grand-chose à faire d'autre que de parler de La Fontaine et à rêvasser et raconter un peu n'importe quoi. Je vis dans cet instant-là. Et sans épargner pour la suite, sans me dire grâce à ce travail j'aurai je sais pas quoi, un avantage, une subvention, de la gloire ou n'importe quoi de ce genre. Et donc il y a une possibilité de considérer qu'effectivement on peut vivre simplement comme ça, sans se soucier de la suite. Ce que fait peut-être l'Africain, c'est un peu caricatural ce que je dis, ce que fait en tout cas la cigale, véritablement, ce que fait peut-être le poète, et ce que ne fait évidemment pas la fourmi, et ce que ne fait pas l'écureuil qui place son argent à la caisse d'épargne, là où est l'écureuil, etc. Donc on a effectivement une morale qu'on a envie de dire un peu de droite, hein, si on peut dire, enfin voilà, quelque chose comme ça, hein, la valeur travail d'un côté, l'épargne de l'autre côté, le sérieux, et puis le refus, au bout du compte, quand bien même on a cette capacité de la parole, c'est-à-dire, on va l'appeler le babil. Ça ne sert à rien de parler. Oui, mais nous, on a eu un certain plaisir en tant que lecteurs à lire ces magnifiques discours, à voir comme ils s'opposent, à rire de ces discours-là, et à se dire, moi-même, je suis certainement, par moments, un peu fourmi.
je vais placer mon argent à la caisse d'épargne, je vais travailler, je prépare mes cours, je sais pas quoi, etc. Enfin voilà, etc. Je suis prudent, et voilà. Et en plus, je me moque des autres qui se baladent, qui font rien, qui sont des mouches, qui sont des cigales ou n'importe quoi. Alors tout ça, oui, bien sûr, voilà, je suis ça. Mais en même temps, de temps en temps, je suis mouche, moi aussi. Parce que de temps en temps, aller sur la scène du Nobel et dire, vous avez vu, je suis allé, et voilà, et puis mon nom est donné par ceci ou cela, enfin voilà, et puis je fous rien, etc. Et je balade. Et alors, effectivement, La Fontaine, on le voit, supprime la morale et rend la fable tout à fait autre que celle de Phèdre. La fable de Phèdre, c'est une fable sur la valeur travail, pour reprendre encore cette expression, et donc qui condamne la mouche et qui montre vraiment que la fourmi est du côté, on va dire, du bien, de manière indiscutable. La Fontaine ne le nie pas. On peut très bien dire que la fourmi est du côté du bien et qu'effectivement tout ça, bon, c'est elle qui a raison, il faut travailler. Mais il ouvre la possibilité de penser autrement. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est pas une fable pour les enfants. Si on se dit qu'elle va donner une morale très simple, bon, il faut travailler, il faut ou pas travailler, il faut faire ceci ou cela. C'est une fable qui certes peut être lue par des enfants, qui est un peu compliqué quand même pour des enfants, parce que le vocabulaire qui est employé, les enjeux qui sont là sont quand même très compliqués, y compris pour les enfants du XVIIe siècle, mais qui est aussi une fable, on va dire, pour les grands, et largement pour les grands. C'est effectivement ces deux personnages qui sont la mouche et la fourmi, quelque part que nous ne voulons pas être, parce qu'on n'a pas envie d'être mouche ou fourmi, parce que nous sommes quand même des animaux supérieurs, des êtres humains, enfin tout ce qu'on veut dans ce genre. Mais quelque part, nous sommes un peu mouches et fourmis. Ils nous font à la fois horreur, ils nous font en même temps envie. Et là, on passe aussi un peu entre les deux. Et on comprend bien que la fable a sa place entre le berger et la mère, dans lequel La Fontaine explique qu'effectivement, c'est peut-être très intéressant et tentant de travailler, de placer son argent sur la mer, comme le conseil Colbert, qui était vraiment l'homme de la valeur travail, qui critiquait l'aristocratie, qui foutait rien. Voilà. Enfin, les aristocrates, ils allaient à la guerre de temps en temps, en été, puis après tout, ils foutaient rien. Voilà. Et puis l'Église, pareil. Lui, c'est un bourgeois. Il veut créer des grandes manufactures, etc., faire du commerce. Il prépare ce qui se fera en Angleterre au XVIIe siècle. Bon, il est sérieux. Il n'était pas rigolo du tout. Et quand Riquet vient le voir en lui disant, cher Colbert, il me faut des sous pour le canal du Midi. Les sous, pourquoi? Enfin, voilà. On l'appelait le Nord. Il était vraiment pas sympathique, c'était un dur. Mais bon, son idée, c'était de développer le royaume, par le travail, tout simplement. Et enfin, c'est l'aristocratie. L'aristocratie, bon, les gars, bon, voilà, on s'amuse un petit peu. Donc, il y a cette valeur travail à l'époque qui est possible, mais il y a aussi notre valeur plus ou moins aristocratique. Et le berger et la mère nous dit, attention, peut-être c'est pas mal de rester chez soi, de regarder les belles bergères, de regarder les moutons et de ne pas investir avec énergie dans le capital risque, pour employer une expression de ce genre. Et ensuite, la fable qui suit nous dit, attention, c'est bien d'avoir un jardin, mais attention, peut-être avoir une approche presque écologique du jardin. C'est pas si grave d'avoir un lièvre à l'intérieur. Mieux vaut avoir un lièvre à l'intérieur que d'appeler Trump pour qu'il casse tout et qu'il nous arrache nos salades, vous comprenez? Voilà. Évidemment, voilà, c'est ça le problème. Voilà. Et donc, ces fables-là sont terriblement d'actualité, parce qu'on est toujours dans ces grands débats-là, quelque part. C'est-à-dire, effectivement, on est tous un peu mouches, tous un peu fourmis, on est tous bosseurs et on est tous vaniteux. Et l'un en même temps que l'autre, il y a une vanité du travail. Et bien sûr, on lisait récemment un texte d'un auteur qui s'appelle Antoine Mouton, et aussi un texte de Charles Penquin qui explique à quel point cette idée du travail nous pèse sur les épaules, qu'on y adhère avec une sorte de vanité. Je travaille, t'as vu, je travaille, moi je travaille, je travaille. Et donc c'est un peu con quelque part, là. Mais il y a aussi le discours inverse. Moi je fouille, vous savez, voilà. Et voilà, les vies de la liberté, je sais pas, comme c'est bourgeois, etc. Enfin, ces deux discours sont tenus, ils sont toujours tenus, avec des formes différentes, évidemment, mais il y a toujours la mouche de la fourmi, ce qui fait que cette fable est en effet la meilleure de toutes les fables, comme la suivante, et comme la précédente, et que la prochaine, qu'on fera début mai, sera certainement encore beaucoup mieux, puisque ce sera le jardinier et son seigneur, vers le 7 mai, par là, je sais plus. Voilà. Voilà, merci.